Ma sœur a envoyé un message sur la conversation de groupe familial, ne viens pas à l'anniversaire de maman ce soir. On en a marre de ton côté de la famille. Mes parents n'ont pas protesté. Ils ont simplement réagi avec une approbation silencieuse. J'ai répondu par un seul mot, d'accord. Ils ont continué à plaisanter dans la conversation, inconscients de ce qu'ils venaient de déclencher. 5 minutes plus tard, le groupe a explosé. Je m'appelle Amélie Dubois. J'ai 34 ans, et je pensais que le plus difficile avec la famille, c'était de faire acte de présence même quand on est épuisé. Il s'avère que le plus difficile, c'est de réaliser qu'ils ne vous veulent là que lorsque vous êtes utile. C'est arrivé un jour de semaine anodin qui aurait dû être simple. Mes enfants sautaient partout dans la maison. Mon mari était au milieu d'un appel professionnel. Et j'essayais de garder ma propre vie sur les rails quand mon téléphone a vibré avec la conversation de groupe familial. Au début, j'ai failli l'ignorer parce que dernièrement, la conversation ne s'animait que lorsque quelqu'un avait besoin de quelque chose. Mais ensuite, j'ai lu le message et mon estomac s'est noué. Ma sœur a écrit, ne viens pas à l'anniversaire de maman ce soir. On en a marre de ton côté de la famille. Et avant même que je puisse assimiler les mots, mes parents ont réagi. Pas de questions, pas d'opposition, juste un pouce levé comme s'ils approuvaient une annulation, et non pas l'exclusion de leur propre fille. J'ai fixé l'écran, attendant le message suivant où quelqu'un dirait que c'est une blague. Attendant qu'une seule personne tape, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. Rien. La conversation a continué comme si je n'étais même pas une personne, comme si j'étais un abonnement qu'ils étaient heureux de résilier enfin. Alors, j'ai tapé un seul mot. D'accord. C'était tout. Pas de dispute, pas de supplication, pas d'explication, juste d'accord. Et le plus fou, c'est qu'ils ont continué à plaisanter après ça, échangeant de petits commentaires, agissant comme si j'étais assise quelque part à bouder et qu'ils avaient toujours le contrôle. Ils n'avaient aucune idée de ce que ce simple mot signifiait réellement, car pendant qu'ils riaient, je regardais déjà un écran où les plans de leur anniversaire étaient exposés en paiement et confirmation bien nette. Je n'ai pas fulminé. Je n'ai pas menacé. J'ai simplement pris une décision que j'aurais dû prendre il y a des années. 5 minutes plus tard, la même conversation de groupe qui venait de m'effacer a commencé à exploser comme une alarme incendie. Ma mère a été la première à paniquer, non, ce n'est pas possible. Ma sœur a suivi, soudainement douce, s'il te plaît, ne blague pas. Ce n'est pas drôle. Puis mon père, essayant de paraître calme comme il le fait toujours quand il a besoin de quelque chose de moi, ma chérie, calme-toi. On ne faisait que plaisanter. Seulement plaisanter ? Après un pouce levé ? Après m'avoir dit de ne pas venir ? Après avoir traité ma famille comme un inconvénient ? J'ai regardé ces messages et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Parce que pour la première fois, leur petite blague allait leur coûter quelque chose de réel. Et si vous pensez que je me suis juste sentie blessée et que je suis restée silencieuse, vous avez tort. Ce sur quoi j'ai cliqué ensuite est exactement la raison pour laquelle ma sœur a arrêté de taper et ma mère a commencé à supplier dans la même conversation qu'elle venait d'utiliser pour m'humilier. Alors écoutez attentivement, parce que le moment où ils ont pensé m'avoir enfin mise à ma place est le moment où j'ai tout débranché et regardé toute leur soirée s'effondrer. J'aimerais pouvoir vous dire que ce texto est sorti de nulle part. Mais la vérité, c'est que ma famille m'avait entraîné pour ce moment pendant des années. Pas avec de l'amour, pas avec du soutien, mais avec un schéma. J'étais celle qui réparait les choses. Celle qui comblait les manques. Celle qui ne faisait pas de scène. Parce que faire une scène signifiait que vous étiez dramatique, et dans ma famille, être dramatique était pire qu'être cruel. J'ai grandi en apprenant que mes besoins étaient facultatifs et que les urgences de tous les autres étaient urgentes. Quelque part en chemin, cela s'est transformé en argent. Non pas parce que j'étais riche, car je ne l'étais pas. J'étais juste stable. Je travaillais dur. Je gardais mon crédit impeccable. Et je suis devenu la personne que tout le monde appelait quand il voulait que la vie reste confortable. Ça a commencé petit, comme toujours. Peux-tu m'avancer l'argent pour l'ordonnance de maman ce mois-ci ? Peux-tu t'occuper de l'assurance auto jusqu'à ce que papa rattrape son retard ? Peux-tu mettre la compte du dîner sur ta carte et on te remboursera la semaine prochaine ? La semaine suivante n'est jamais arrivée. Mais les demandes continuaient d'arriver.
Et je continuais de dire oui parce que dire non signifiait la culpabilité, et la culpabilité était l'arme qu'ils savaient tous utiliser. Le plus drôle, c'est qu'ils ne disaient même plus merci. Ils disaient des choses comme « tu es tellement responsable » ou « tu es doué pour ces choses-là ». Comme si ma capacité à maintenir notre famille à flot n'était qu'un trait de personnalité, pas un sacrifice. Pendant ce temps, ma sœur, Chloé, était le centre de gravité. Elle n'était pas méchante comme un personnage de dessin animé. Elle était juste privilégiée, de cette manière qu'il est facile d'excuser quand les parents l'ont excusée toute sa vie. Quand elle voulait quelque chose, cela devenait un objectif familial. Quand je voulais quelque chose, cela devenait une complication. Si elle avait besoin d'aide, c'était du soutien. Si j'avais besoin d'aide, c'était un inconvénient. J'ai regardé mes parents se plier en quatre pour la rendre heureuse, puis me regarder comme si j'étais le plan de secours qu'ils n'avaient même pas besoin de solliciter parce qu'ils savaient déjà que je le ferais. Et avec le temps, j'ai cessé d'être une fille pour devenir une solution. La dernière année en a été l'exemple le plus clair. Je me suis assise un soir, non pas parce que j'essayais d'être mesquine, mais parce que j'étais fatiguée de me sentir comme si je me noyais pour des gens qui ne me tendraient pas une serviette. J'ai sorti mes relevés de compte et j'ai commencé à tout additionner. Ce n'était pas juste une grosse somme. C'étaient toutes les petites choses discrètes qui, empilées, devenaient quelque chose de lourd. Des prélèvements automatiques qui sortaient chaque mois sans que personne n'en parle. Un abonnement par-ci, une adhésion par-là. J'avais couvert une partie des dépenses du foyer de mes parents plus de fois que je ne pouvais compter. Et j'avais payé des parties du style de vie de ma sœur parce qu'elle avait toujours une raison pour laquelle ce ne pouvait pas encore être sa responsabilité. Et puis il y avait l'anniversaire de ce soir. Le dîner n'était pas une simple réservation. C'était toute une organisation, un salon privé au restaurant Le Jardin d'Italie, un gâteau spécial, un forfait décoration, et quelques touches supplémentaires sur lesquelles ma mère avait insisté parce qu'elle voulait que ce soit chic. Tout le monde dans cette conversation de groupe familial agissait comme si c'était leur fête, leur planification, leur argent, mais la plupart passaient par moi. Ma carte avait payé la compte. Mon courriel avait les confirmations. Mon application bancaire avait les liens de paiement automatique parce que c'est ce qui se passait toujours. Ils prenaient les décisions, et je faisais les paiements. Et voici la partie qui me fait encore trembler les mains quand j'y pense. Quand ils ont envoyé ce message, ne viens pas, ils ne m'interdisaient pas seulement un dîner. Ils m'interdisaient la seule chose qu'ils attendaient encore que je fournisse sans poser de questions. Ils voulaient le confort, le restaurant, le gâteau, les photos souriantes, le parfait petit moment en famille. Mais ils ne voulaient pas de moi. Pas de ma voix, pas de mes enfants, pas de mes cadeaux, juste de mon argent. Alors quand j'ai tapé « d'accord », ce n'était pas moi qui abandonnais. C'était moi qui comprenais enfin le rôle qu'ils m'avaient assigné et qui décidait que j'en avais fini de le jouer. Au moment où j'ai posé mon téléphone, j'ai senti mon cœur battre dans ma gorge comme s'il essayait de me dissuader de faire ce que je savais déjà devoir faire. Mon mari a coupé son micro, a regardé mon visage, et n'a même pas demandé ce qui s'était passé en premier. Il a juste dit « Qu'est-ce qu'ils ont encore fait ?» Je lui ai tendu le téléphone. Il a lu le message, a vu le pouce levé de mes parents, et son expression a changé de cette manière silencieuse que les gens ont quand ils essaient de ne pas exploser. Ils ne peuvent pas être sérieux, a-t-il dit. J'ai haussé les épaules parce que c'est ce que je m'étais entraîné à faire. Hausser les épaules comme si ça ne faisait pas mal. Hausser les épaules comme si on ne venait pas de vous effacer devant tout le monde. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé net. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste définitivement. Je suis allé dans la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le dossier de courriel que je gardais pour les affaires de famille. Oui, j'avais un dossier, ça devrait tout vous dire. Confirmation de dîner d'anniversaire, reçu, lien de paiement, formulaire de contact des fournisseurs, tous les détails administratifs ennuyeux qui permettent au fait d'avoir lieu. Les choses que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Mes mains étaient stables maintenant, et cela m'effrayait plus que si elles avaient tremblé, parce que la stabilité signifiait que je ne réagissais pas. Je décidais. J'ai cliqué sur la confirmation du restaurant en premier. Acompte pour le salon privé débité de ma carte. Solde dû à l'arrivée. Il y avait un lien d'annulation dans le courriel. J'ai hésité une demi-seconde et une partie de mon cerveau a essayé de murmurer « Ne le fais pas ».
Tu le regretteras. Tu seras la méchante. Puis je me suis souvenu du pouce levé. J'ai cliqué. L'écran m'a demandé de confirmer l'annulation et m'a averti que les acomptes n'étaient pas remboursables dans les 24 heures. Je n'ai pas bronché. J'ai confirmé quand même. Ensuite, il y avait la pâtisserie. Ma mère m'avait envoyé la capture d'écran du design du gâteau il y a 2 semaines avec des petits émojis cœur, comme si elle était si excitée, et j'avais payé les frais d'urgence parce qu'elle ne voulait rien de simple. Le courriel de la pâtisserie avait une autorisation de paiement en pièces jointes. J'ai répondu par une seule phrase, « Veuillez annuler cette commande avec effet immédiat ». Puis je me le suis transféré parce que je savais ce qui allait suivre. Après ça, il y avait le forfait décoration, l'arche de ballon, le petit panneau personnalisé avec le nom de ma mère que ma sœur avait choisi parce qu'elle voulait que ça rentre bien en photo. Le fournisseur avait un portail en ligne et ma carte était enregistrée. Je l'ai retiré. Puis j'ai cliqué sur annuler. Un par un, j'ai débranché toute la performance qu'ils avaient construite autour de mon argent. Je ne le faisais pas pour être cruel. Je le faisais parce que pour une fois, je voulais que les conséquences correspondent au manque de respect. De retour dans la conversation de groupe, il riait encore. Ma sœur envoyait des mèmes. Mon père lançait une blague sur le fait que ma mère ferait mieux de ne pas pleurer en voyant le gâteau. Et ma mère réagissait avec des petits émojis cœur comme si elle était l'invitée d'honneur dans un monde où rien ne lui coûte jamais rien. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas annoncé ce que je faisais. J'ai juste observé. Et puis la première notification est arrivée. Un texto du restaurant, votre réservation a été annulée. Si vous pensez que c'est une erreur, veuillez nous contacter. 2 minutes plus tard, la pâtisserie a envoyé un message automatisé, votre commande a été annulée. Et juste après ça, le fournisseur de décoration a envoyé un courriel à ma sœur, car elle était listée comme contact de l'événement, demandant des informations de paiement à jour pour rétablir la réservation. C'est à ce moment-là que la conversation de groupe a finalement cessé de plaisanter. Une bulle est apparue, puis une autre, puis tout en même temps, comme si quelqu'un avait donné un coup de pied dans une fourmilière. Ma mère a tapé en premier, « Non, ce n'est pas possible ». Ma sœur a suivi immédiatement, « S'il te plaît, ne blague pas. Ce n'est pas drôle ». Et puis mon père, essayant de garder un ton doux, comme si j'étais un bambin sur le point de faire une crise au lieu d'une femme adulte qu'il venait d'essayer d'exiler, « Ma chérie, calme-toi. On ne faisait que plaisanter. » Seulement plaisanter ? Ils agissaient comme si la cruauté était une farce et les conséquences, ma réaction excessive. Mon mari s'est appuyé contre le comptoir, les bras croisés, et a dit doucement, « N'ose même pas céder. » J'ai regardé l'écran, la panique qu'il ne pouvait soudainement plus cacher, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a presque fait rire. Ils ne se souciaient pas de m'avoir blessé. Ils se souciaient que leur soirée soit en train de s'effondrer. Et pour la première fois de ma vie, ce n'était pas mon problème à résoudre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce que mon cerveau ne cessait de rejouer chaque moment qui avait mené à ce pouce levé. Je suis resté allongé à regarder le plafond pendant que mon mari respirait régulièrement à côté de moi, et c'était comme si ma mémoire avait enfin eu la permission de parler. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans et d'avoir économisé pendant des mois pour acheter mon premier téléphone décent. La seule chose qui me donnait l'impression d'avoir quelque chose à moi, puis de le voir disparaître parce que ma sœur avait besoin d'argent pour un voyage de dernière minute avec ses amis et que mes parents disaient que c'était important pour son avenir. Je me suis souvenu d'avoir la vingtaine, de faire des heures supplémentaires et de sauter des déjeuners, de tendre à ma mère une enveloppe avec de l'argent parce que l'hypothèque était en retard et qu'elle pleurait à la table de la cuisine, me promettant que ce n'était que pour cette fois, me promettant qu'elle ne me mettrait plus jamais dans cette situation. Quelques mois plus tard, ma sœur a posté des photos d'une escapade de week-end que mes parents lui avaient offerte en surprise, et ma mère a commenté à quel point elle était fière de lui offrir des expériences. Je me souviens avoir souri à ces photos comme une idiote, me disant que ça n'avait pas d'importance, me disant que la famille, c'était la famille. Puis il y a eu les blessures plus discrètes, celles qui ne ressemblaient pas à de la maltraitance de l'extérieur parce que personne ne criait. Mon mariage était petit et simple, exactement ce que nous pouvions nous permettre, et je n'ai demandé d'aide à personne parce que j'avais appris très tôt que demander ne menait qu'à la déception. Mes parents sont arrivés en retard, ma mère s'est plainte du stationnement, et ma sœur a passé la moitié du temps à se prendre en photo au lieu de me regarder. Quand j'ai eu mon premier enfant, ma mère est venue assez longtemps pour tenir le bébé pour une photo,
puis est partie parce que ma sœur avait besoin d'elle pour quelque chose d'urgent qui s'est avéré être du shopping. Quand j'ai eu mon deuxième, j'ai reçu un texto qui disait « Félicitations » avec un emoji cœur. Et puis 3 jours plus tard, j'ai reçu un autre texto me demandant si je pouvais couvrir une facture imprévue. J'étais toujours le plan de secours, le filet de sécurité, la personne qu'il supposait pouvoir étirer jusqu'à ce que je craque et m'excuser encore d'avoir craqué. Et l'argent n'était que la laisse la plus facile. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, ils en faisaient un défaut de caractère. Si j'hésitais, j'étais égoïste. Si je posais des questions, j'étais méfiante. Si je disais non, je les punissais. Ils donnaient l'impression que mes seules 2 options étaient de payer ou d'être la méchante. Pendant des années, j'ai choisi de payer parce qu'au moins, ça maintenait la paix. Et la paix ressemblait à de l'amour quand on grandit en manquant cruellement d'approbation. Mais cette nuit-là, après l'effondrement de la conversation de groupe, quelque chose s'est finalement mis en place avec une sorte de clarté qui m'a effrayé. Ce n'était pas qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas négligents. Ils étaient à l'aise. À l'aise de m'humilier en public. À l'aise de me voir l'accepter. À l'aise de supposer que je me présenterais encore avec mon portefeuille ouvert même après m'avoir dit de ne pas venir. Ce pouce levé n'était pas une approbation silencieuse du message de ma sœur. C'était une approbation silencieuse du rôle qu'il m'avait assigné. Donatrice, réparatrice, bouc émissaire, quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Ce n'était jamais, fille, de la manière qui comptait. Et une fois que je l'ai admis, je ne pouvais plus l'ignorer. Je me suis levé avant le lever du soleil, je suis allé dans la cuisine et j'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable, pas pour annuler autre chose pour l'instant, mais pour regarder la vérité noir sur blanc. J'ai sorti les relevés bancaires et les reçus par courriel. Non pas parce que je voulais les punir, mais parce que j'avais besoin d'arrêter de les laisser réécrire la réalité chaque fois qu'ils se faisaient prendre. J'ai fait une liste de ce que j'avais payé au cours des dernières années seulement. Et les chiffres semblaient irréels une fois tous réunis, assurance, abonnement, réparation, cadeaux, prêts jamais remboursés, acompte pour des événements que je n'appréciais même pas. Des milliers et des milliers d'euros versés à des personnes qui traitaient ma présence comme un contaminant. Et assise là avec cette liste, sirotant un café pendant que ma maison se réveillait lentement derrière moi, j'ai senti le dernier morceau d'espoir s'écouler de ma poitrine. L'espoir que si je les aimais plus fort, ils finiraient par m'aimer en retour. Cet espoir m'avait gardé piégé plus longtemps que n'importe quelle facture. Je ne voulais pas de vengeance à ce moment-là. Je voulais les quitter. Je voulais le respect. Je voulais que quelqu'un dans cette conversation dise « Attendez, ce n'est pas bien. C'est notre famille. » Au lieu de ça, j'ai eu un pouce levé. Alors, j'ai fixé ma liste et j'ai décidé que lorsqu'ils essaieraient à nouveau de qualifier ce qui s'est passé de blague, je n'allais pas débattre de sentiments. J'allais leur montrer les reçus, et j'allais m'assurer que cette fois, ils comprendraient exactement ce qu'ils avaient perdu quand ils avaient décidé qu'ils en avaient marre de ma famille. À 7 heures ce matin-là, mon téléphone s'était déjà transformé en sirène. Appels manqués, messages vocaux, textos qui ont commencé par être colériques et se sont lentement transformés en panique quand je n'ai pas répondu. Je les ai regardés s'accumuler pendant que je préparais les déjeuners et que je tressais les cheveux de ma fille comme si c'était un jour ordinaire. Parce que pour moi, ça l'était enfin. Mon mari n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil avec cette expression de quelqu'un prêt à intervenir. Mais j'ai secoué la tête. Laisse-les parler, ai-je dit. Ils parlent par-dessus moi depuis des années. Maintenant, ils peuvent se parler à eux-mêmes. La conversation de groupe s'est de nouveau animée dès que ma mère a réalisé que je ne me précipitais pas pour arranger les choses. Amélie, réponds-moi. Elle ne m'a pas appelé ma chérie cette fois. Elle m'a appelé comme une collègue qui a manqué une échéance. Règle ça tout de suite. Tu gâches mon anniversaire. Ma sœur, Chloé, est intervenue immédiatement et, bien sûr, elle a appuyé directement sur le bouton que mes parents m'avaient appris à connaître. Ouah. Alors tu vas vraiment faire ça pour une blague? Puis mon père, essayant de garder un ton doux comme s'il calmait un chien qui pourrait mordre, Amélie, prenons tous une grande inspiration. Tu sais qu'on ne le pensait pas. On te taquinait. Taquiner? Ce mot sonnait différemment à la lumière du jour, car on taquine quand tout le monde rit. Ce n'était pas des rires. C'était eux me disant de ne pas venir, me disant que ma famille n'était pas désirée,
puis s'attendant à ce que je continue de financer la soirée malgré tout. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué mes activités parce que plus il tapait, plus cela devenait clair. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient contrariés. Ma sœur m'a ensuite envoyé un message privé, comme si elle essayait une stratégie différente. Que as-tu fait? Maman est en panique. Le restaurant ne rendra pas le salon à moins que quelqu'un ne paie à nouveau. Elle a ajouté un deuxième message 2 secondes plus tard. Appelle-les et arrange ça. Comme si le problème était l'annulation, pas la cruauté. Comme si mon travail était de nettoyer derrière eux, comme toujours. J'ai posé le téléphone face contre table et je me suis versé plus de café. Puis j'ai rouvert mon application bancaire, non pas d'une manière dramatique et tremblante, mais d'une manière calme qui m'effrayait même moi. Parce que maintenant, je pensais au-delà de l'anniversaire. L'anniversaire était l'étincelle. Le vrai feu, c'était tout le reste. J'ai passé en revue mes prélèvements automatiques comme si j'auditais le compte d'un étranger. Le premier que j'ai vu était l'assurance auto de ma sœur, prélevée mensuellement parce qu'elle avait promis qu'elle allait la reprendre, bientôt, depuis 2 ans. J'ai désactivé le prélèvement automatique. Puis j'ai vu une cotisation qui n'était pas la mienne. Des frais de club qui n'avaient aucun sens dans mon budget jusqu'à ce que je me souvienne de mon père se vantant de ses parties de golf du week-end. Celle-là était aussi liée à ma carte. Je l'ai retirée. Puis il y avait le compte d'achat en ligne que ma sœur utilisait comme si c'était un avantage familial. Le genre de charge récurrente qui semble inoffensive seule, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle vous saigne discrètement depuis des mois. J'ai annulé ça aussi. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai trouvé l'abonnement au service à domicile que ma mère m'avait convaincu de payer parce que, ce n'est qu'un peu chaque mois et ça rend la maison plus sûre, et je l'ai terminé en un clic. Chaque annulation donnait l'impression de défaire un nœud que je n'avais pas réalisé avoir autour de la gorge, et la conversation de groupe continuait de s'envenimer pendant que je le faisais. Ma mère a commencé par la rage, puis est passée à la négociation. D'accord, je suis en colère, mais on peut en parler plus tard. Rétablis juste le dîner. Les gens arrivent. Elle a poursuivi avec un autre message. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant? Ma sœur a sauté sur ce mot comme si c'était le vrai crime. Exactement. Tout le monde va poser des questions. Tu nous fais passer pour des fous. Mon père a ajouté, on ne lave pas son linge sale en public comme ça. On ne punit pas tout le monde parce que tes sentiments ont été blessés. Et voilà. La minimisation, la réécriture, le même schéma qu'ils utilisaient toujours quand ils avaient besoin que je rentre dans le rang. J'ai regardé ces messages arriver et j'ai réalisé qu'ils se trahissaient eux-mêmes. Aucun d'eux n'a dit « nous avons eu tort ». Aucun d'eux n'a demandé comment je me sentais. Aucun d'eux n'a mentionné mes enfants ou mon mari ou le fait qu'ils avaient insulté tout mon côté de la famille comme si nous étions une maladie. Ils étaient tous concentrés sur une chose, la fête, les apparences, le dérangement. Le message suivant de ma mère est arrivé avec une rangée d'émojis en pleurs comme pour adoucir le ton. Amélie, s'il te plaît, juste pour moi. C'est mon anniversaire. Règle ça et on parlera après. Et pendant une fraction de seconde, mon ancien moi a senti le réflexe, l'envie d'arrondir les angles, de sauver la situation, d'être la bonne fille, pour pouvoir gagner une petite miette d'approbation. Puis mon mari est venu derrière moi et a posé sa main sur mon épaule. Ils ne t'ont pas supplié de venir, a-t-il dit doucement. Ils t'ont supplié de payer. Cela m'a ramené à la réalité parce qu'il avait raison. Leur crise, ce n'était pas mon absence. Leur crise, c'était que la facture les avait retrouvés. Alors, j'ai pris mon téléphone. Non pas pour m'excuser, non pas pour expliquer, juste pour clarifier une chose. J'ai tapé une seule phrase dans la conversation de groupe, vous m'avez dit de ne pas venir, donc je ne paie pas pour une soirée où je ne suis pas la bienvenue. Et puis j'ai de nouveau posé le téléphone et j'ai laissé le silence faire ce qu'il avait à faire. En quelques secondes, la conversation a de nouveau explosé. Mais cette fois, les messages n'étaient pas des blagues. Cette fois, c'était de la peur. La peur ne ressemblait pas à de la peur au début. Elle ressemblait à de l'indignation. Ma mère a répliqué immédiatement, « Comment oses-tu après tout ce que nous avons fait pour toi ?» Ma sœur a suivi avec, « Tu vas sérieusement humilier maman comme ça ?» Et mon père, comme prévu, a essayé de me ramener à l'ancien scénario, « Amélie,
tu agis de manière irrationnelle. Appelle ta mère. On va arranger ça. Ce mot, arranger, fonctionnait sur moi avant. Ça voulait dire que j'allais m'adoucir, que j'allais céder, que j'allais payer, et que plus tard, il ferait comme si rien de tout cela ne s'était passé. Mais ce matin-là, je n'avais aucun intérêt à arranger quoi que ce soit. J'avais intérêt à y mettre fin. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai de nouveau ouvert le dossier sur mon ordinateur portable et j'ai sorti la liste que j'avais commencée au lever du soleil. Je ne l'avais pas faite pour être mesquine. Je l'avais faite parce que je savais ce qui allait suivre. Ils allaient réécrire l'histoire jusqu'à ce que je doute de ma propre mémoire. Ils allaient dire que j'exagérais, que ce n'était pas tant que ça, que j'avais de la chance de faire partie de la famille. Et j'en avais assez de les laisser me manipuler avec une culpabilité vague. Les chiffres ne se soucient pas de la culpabilité. Les chiffres ne bronchent pas quand quelqu'un élève la voix. J'ai ajouté les derniers paiements et j'ai refait le total, juste pour être sûr. Puis j'ai fait des captures d'écran. Pas de jolies captures, pas de captures modifiées, juste des preuves brutes, des virements avec des dates, des confirmations de prélèvements automatiques, des reçus de fournisseurs, le courriel de la compte pour le restaurant avec ma carte se terminant par les 4 mêmes chiffres que je pouvais réciter dans mon sommeil. Le total était là, comme une gifle. 39 000 € sur 4 ans, et ce n'était que ce que je pouvais documenter rapidement sans chercher plus loin. 39 000 € dépensés pour les maintenir dans le confort pendant qu'ils me traitaient comme une nuisance. Mes mains n'ont pas tremblé quand je l'ai envoyé. J'ai ouvert la conversation de groupe et j'ai déposé les captures d'écran les unes après les autres jusqu'à ce que la conversation ne soit plus que preuve et silence. Puis j'ai tapé une ligne en dessous, voici ce que j'ai payé pendant que vous agissiez comme si j'étais le problème. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Pour la première fois de la matinée, personne n'a répondu tout de suite. Pas de pouce levé, pas de blague, pas de petite réplique rapide de ma sœur. Juste une longue pause affreuse où je pouvais presque les sentir lire, faire défiler, réaliser qu'ils ne pouvaient plus faire semblant. Quand ma mère a finalement tapé, ce n'était pas une excuse. C'était de la gestion de crise, pourquoi posterais-tu ça ici? C'est privé. Ma sœur a suivi, et ses mots étaient plus vifs que sa panique, tu es dégoûtante. Tu essaies de nous faire passer pour des monstres. Mon père a essayé un autre angle, plus lourd, la famille ne tient pas les comptes. La famille s'entraide. L'ironie m'a presque fait éclater de rire, car ils avaient raison d'une certaine manière. La famille ne devrait pas tenir les comptes, mais ce qu'ils appelaient famille n'était qu'un tableau de pointage où j'étais toujours perdante. J'ai répondu avec le message le plus calme que je leur ai jamais envoyé, tenir les comptes ne vous dérangez pas quand cela vous profitait. Vous ne détestez les chiffres que maintenant que c'est vous qui devez les voir. Ma sœur a immédiatement envoyé un autre message, et je pouvais dire qu'elle perdait pied, d'accord, alors qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Un remboursement? Quoi? Ma mère est intervenue, soudainement plus douce. Soudainement suppliante à nouveau, Amélie, ma chérie, on ne le pensait pas. On était juste stressés. On ne pensait pas que tu le prendrais comme ça. Mon père a ajouté, parlons-en en personne. Ne fais pas quelque chose que tu ne peux pas annuler. Et voilà encore. Il continuait de parler comme si c'était moi qui causais du tort, comme si annuler des paiements était une cruauté et exclure ma famille n'était qu'une petite erreur. Il voulait faire de ma limite le crime. Parce que si ma limite était le crime, alors ils n'avaient pas à faire face à ce qu'ils avaient fait. J'ai regardé mes enfants manger des céréales à table, riant de quelque chose que seuls les frères et sœurs comprennent. Et j'ai ressenti cette soudaine vague de clarté. Je n'allais pas leur apprendre que l'amour signifie avaler le manque de respect. Je n'allais pas montrer à ma fille qu'être une bonne femme signifie être un portefeuille silencieux. Et je n'allais pas montrer à mon fils qu'un homme peut regarder sa femme se faire maltraiter et appeler ça normal. Alors j'ai tapé la seule fin qui avait du sens. Vous m'avez dit de ne pas venir. Vous avez dit que vous en aviez marre de mon côté de la famille. Alors, voici ce qui change. J'en ai fini de financer une vie où ma présence n'est pas désirée, mais où mon argent est attendu. Je choisis ma famille maintenant. Ma sœur a répondu instantanément, et je pouvais pratiquement entendre sa voix à travers l'écran, tu es incroyable. Maman pleure. Ma mère a ajouté, s'il te plaît, Amélie, s'il te plaît. Les gens m'appellent pour me demander ce qui s'est passé. Mon père a essayé de paraître ferme,
comme s'il avait encore de l'autorité sur moi, ne tourne pas le dos à la famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que ça ne cliquerait jamais pour eux à moins que je ne rende les choses définitives. Parce que pour eux, la famille n'était pas quelque chose que l'on protège. C'était quelque chose que l'on utilise. Je n'ai plus argumenté. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas défendu. J'ai juste fait ce qu'ils n'auraient jamais pensé que je ferais. Je les ai bloqués. Tous les trois. Puis j'ai de nouveau bloqué ma sœur sur toutes les applications qu'elle pourrait utiliser pour contourner le blocage, car je savais qu'elle essaierait. J'ai posé mon téléphone et j'ai expiré un souffle qui semblait venir de très profond dans mes côtes, comme si je le retenais depuis des années. Dehors, dans ma petite maison, le monde continuait de tourner. Des courriels arrivaient. Le linge devait être plié. Mes enfants avaient besoin qu'on les conduise. La vie continuait. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose était différent. La pression constante de régler leur chaos avait disparu. Et cette nuit-là, pendant qu'ils se démenaient pour sauver un anniversaire sans réservation, sans gâteau et sans décorateur, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai dîné avec mon mari et mes enfants sans vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes, sans attendre la prochaine urgence que j'étais censé payer. Et même si je savais que les retombées n'étaient pas terminées, même si je savais qu'ils essaieraient de m'attaquer sous un autre angle, je savais aussi ceci, au moment où ils ont cliqué sur ce pouce levé, ils ont renoncé au droit à mon aide. Les reçus n'étaient que la preuve. La vraie conséquence était qu'ils n'avaient plus accès à moi. 2 jours après l'anniversaire de ma mère, j'ai débloqué la conversation de groupe pour une seule raison. Je voulais voir ce qui se passait quand le bruit s'apaisait et que personne n'était là pour les secourir. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils assument leurs responsabilités, mais je voulais une conclusion. Même si cette conclusion n'était que la confirmation que j'avais pris la bonne décision, la première chose que j'ai vue était un mur de messages qui se lisait comme une tempête perdant de sa force. Au début, c'était la rage. Ma sœur avait tapé des paragraphes sur le fait que j'étais égoïste, instable, jalouse, tous les mots que les gens utilisent quand ils ne peuvent plus vous contrôler. Ma mère est passée de la colère à la blessure, puis au drame, racontant comment elle n'avait jamais été aussi humiliée de sa vie. Comment la famille est tout ce qu'elle a. Comment j'ai ruiné son anniversaire exprès. Mon père a essayé de jouer l'arbitre, disant à tout le monde d'arrêter, puis se retournant pour me blâmer d'avoir créé la division. Mais à mesure que les heures passaient et que le monde réel ne se remettait pas en place, le ton a changé. Les messages sont devenus plus courts. Les insultes se sont transformées en questions. Comment sommes-nous censés arranger ça? Peut-on parler? S'il te plaît, réponds. Il y avait un message de ma mère qui m'a frappé plus que les autres parce qu'il n'était pas bruyant. Il était petit. Je ne comprends pas pourquoi tu nous fais ça. Et pendant une seconde, mon ancien moi a voulu intervenir et tout expliquer. Je voulais taper 1000 mots sur ce que l'on ressent en étant exclu. Sur combien il était humiliant de lire ce message et de voir un pouce levé des personnes qui étaient censées me protéger. Sur le fait que j'avais payé pour un amour qui n'est jamais venu. Mais ensuite, j'ai réalisé la vérité. Ils comprenaient. Ils n'étaient tout simplement pas d'accord que cela devrait avoir de l'importance. Ma sœur avait aussi envoyé un message privé, et c'était ce qui se rapprochait le plus de véritables excuses que j'ai jamais vues de sa part. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû mêler tes enfants à ça. J'étais en colère et je voulais que la soirée soit centrée sur maman et moi et je n'ai pas réfléchi. Je suis désolé. Elle a poursuivi avec une autre ligne. Peux-tu s'il te plaît tout réactiver? Et voilà. Les excuses avec une contrepartie financière. Le regret qui n'existait que parce que son style de vie était devenu inconfortable. Mon père a essayé une autre approche. Il ne m'a pas envoyé de texto directement. Il a appelé la compagnie d'assurance et a essayé de contester la police que j'avais payée, comme s'il pouvait forcer l'univers à lui rendre mon argent. Ça n'a pas marché. Il m'a laissé un message vocal plus tard, la voix basse et tendue, me disant que je manquais de respect, que je brisais le cœur de ma mère, que je regretterais cela quand il ne serait plus là. Cette phrase me terrifiait autrefois. Elle me faisait céder. Cette fois, non. Parce que le regret va dans les deux sens. Et pour une fois, je n'étais pas la seule à devoir le porter. Au cours de la semaine suivante, j'ai entendu de petits échos des retombées par des personnes qui avaient encore des liens vagues avec mes parents. Le dîner chic n'a jamais eu lieu.
Ils ont fini dans un restaurant comme Buffalo Grill parce que tout le reste était complet, et ma mère a passé tout le repas de mauvaise humeur pendant que ma sœur essayait de rire trop fort pour couvrir la tension. Quelques parents l'ont remarqué, quelques-uns ont posé des questions. Ma sœur a détesté cette partie plus que tout. Non pas parce que ma mère était triste, mais parce que l'histoire ne la mettait pas en valeur. Et sans mes prélèvements automatiques, la réalité a commencé à se manifester partout. Ma sœur a dû jongler avec son argent pour couvrir sa propre assurance auto. Mon père a arrêté d'aller à son club de golf le week-end parce que l'adhésion n'était plus payée comme par magie. Ma mère a annulé ses petits extras mensuels et a commencé à mettre des articles en vente en ligne, de la même manière qu'elle disait que les autres faisaient quand ils ne savaient pas gérer leur argent. Rien de tout cela n'était tragique. C'était juste la vie normale au niveau qu'ils avaient toujours attendu que j'empêche. Pendant ce temps, ma vie est devenue plus calme d'une manière qui semblait presque irréelle. Le premier week-end après tout cela, mon mari a emmené les enfants dans un parc du quartier. Nous avons apporté des sandwichs et des chips et nous nous sommes assis sur une couverture pendant que les enfants couraient jusqu'à l'épuisement, riant, se disputant et inventant des jeux qui ne nécessitaient le paiement d'aucun acompte. À un moment donné, ma fille est venue, a grimpé sur mes genoux et m'a demandé pourquoi je n'étais pas sur mon téléphone, et j'ai réalisé à quel point j'avais passé une grande partie de leur enfance à moitié présente, distraite par une famille qui ne me contactait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Je lui ai embrassé le front et j'ai dit, parce que je suis juste ici. C'est à ce moment-là que cela a cessé de ressembler à de la vengeance et a commencé à ressembler à de la liberté. Et c'est la leçon que je veux que quiconque écoute comprenne, car je ne l'ai apprise que lorsque j'étais déjà épuisé. Aimer sa famille ne signifie pas les laisser vous utiliser. Aider n'est pas la même chose que se sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si quelqu'un ne vous valorise que pour ce que vous fournissez, il ne vous valorise pas vraiment. Il valorise votre commodité. Les limites ne sont pas une punition. Elles sont une protection. Elles ne détruisent pas les relations saines, elles révèlent celles qui sont malsaines. Je ne sais pas ce qui se passera avec mes parents ou ma sœur à long terme. Peut-être qu'un jour ils comprendront. Peut-être pas. Mais je sais ceci, au moment où ils ont décidé qu'ils en avaient marre de ma famille, ils ne m'ont pas seulement exclu d'une fête. Ils m'ont poussé hors d'un rôle qui me tuait à petit feu. Et quand j'en suis finalement sorti, mon monde ne s'est pas effondré. Leur confort, si. Le mien, non. Le mien est devenu plus fort. Alors, si vous écoutez et que vous avez joué le rôle du réparateur, du portefeuille, de celui qui maintient tout le monde à flot sans que personne ne vérifie si vous vous noyez, écoutez-moi. Vous avez le droit de vous choisir. Vous avez le droit de choisir les gens qui vous choisissent en retour. Et ceux qui ne vous aiment qu'à certaines conditions peuvent apprendre à vivre sans les avantages. Notre équipe chez Les Récits de la Revanche se consacre à la création d'histoires de vengeance émotionnelles et puissantes qui sont significatives, réfléchies et responsables. Nous affirmons qu'il s'agit d'histoires entièrement fictives, conçues uniquement pour partager des leçons et des messages positifs avec les spectateurs, et non pour encourager le mal ou les représailles dans la vie réelle. Ce scénario met en lumière des valeurs éducatives importantes sur les limites, le respect de soi et la reconnaissance des dynamiques familiales toxiques. Il rappelle aux spectateurs que l'amour ne devrait jamais signifier accepter un manque de respect constant ou être utilisé comme une ressource. Au lieu de cela, il encourage les gens à choisir des relations saines, à